ce qu'est la répression, pour ce qu'est dans le sens où j'utilise le terme, pour ce que c'est dans le sens où j'utilise le terme. Alors pouvons-nous et devrons-nous l'éviter? Même dans ce sens large du terme, la répression est toujours un mal. Elle déplace la base de la discussion normative et elle subvertit le respect de type estimable que nous avons peut-être les uns pour les autres. Nous parlons normalement comme si chacun était libre de choisir comme il en est persuadé. Les menaces ne font pas partie du tableau. Elles ne s'appliquent pas aux solutions qui peuvent être considérées comme disponibles et souhaitables. Bien sûr, il y a toujours des limites à l'arrière-plan, mais elles ne constituent pour personne une cause de récrimination. Quand la répression constitue une menace sérieuse, ce sentiment d'autonomie est perdu, et c'est un prix à payer. Le respect lui-même est peut-être un sentiment ou une attitude, mais il y a des types de comportements qui le mettent en évidence. Il existe un type de respect qui se manifeste quand nous laissons les gens libres d'agir selon les voies qu'ils jugeraient illégitimes que nous empêchions. Agir conformément à ce respect consiste à éviter la répression. Je parle du respect comme un sentiment dans le chapitre 14. Scheffler, 1979, et Rawls, 1985, parlent de coopération fondée sur le respect mutuel comme d'une chose que nous désirons, et c'est ce désir qui, d'après eux, explique notre souci de justice. Je ne suis pas du tout sûr que ce qu'ils veulent dire par respect est bien ce que je me propose de vouloir dire, mais l'usage qu'ils en font semble bien correspondre. En tout cas, leurs réflexions ont suscité la mienne dans ce passage. Il y a pourtant une limite à ce qui que ce soit tolérera chez les autres, si on lui en laisse le choix. Un voyou pourrait soutenir qu'il a le droit d'être un voyou, mais nous le réprimerons si nous le pouvons. Nous voulons l'extension de ce type de respect, mais pas à n'importe quel prix. Alors les autres possibilités ont parfois l'air bien sombres. Sur divers termes, pour divers groupes, il est impossible d'atteindre une communauté de jugement, du moins à un prix honnête. Il se peut alors que les groupes pensent de manière séparée, sans qu'il leur en coûte peut-être grand-chose. Mais parfois, les coûts sont substantiels, ou même effrayants, surtout quand les groupes ne s'entendent pas à propos des normes de plainte. Il se peut alors qu'un groupe essaie d'en réprimer un autre. La répression est triste, la tolérance témoigne d'un type de respect, que l'on est disposé à traiter les gens de manière qu'ils jugent eux-mêmes légitime. C'est un élément de notre nature de participant à une discussion que nous jugions ce respect important. Nous ne réprimons qu'au prix de quelque chose. Scanlon suggère que la source directement amorcée par la croyance qu'une action est mauvaise est le désir de pouvoir justifier nos actions auprès des autres sur les bases qu'ils ne pourraient rejeter de manière raisonnable. 1982. Ceci fait appel à quelque chose qui se rapproche de la motivation discursive que j'invoque. Dans la version de Scanlon, ce que nous voulons éviter est un rejet raisonnable. Il laisse ouvert le sens que doit avoir raisonnable. Je suggère aussi une motivation plus large, qui peut être étouffée, motivation pour ne pas réprimer du tout, même quand nous pensons que les autres sont déraisonnables. Bien sûr, il se peut que la répression soit hors jeu, même sans cela. Il se peut qu'un groupe manque de tout pouvoir de réprimer, ou bien il se peut que la répression ne soit possible qu'au prix d'une lutte désastreuse ou d'un effort coûteux. Alors soit les groupes payent intégralement le prix d'une pensée à part, soit ils trouvent des moyens d'accommoder leurs différends. Dans le reste du chapitre, ma discussion de l'accommodement s'inspire largement de l'explication d'une conception politique de la justice chez Rawls. Dans ce chapitre, ce sont les procédures d'accommodement qui m'intéressent, mais d'abord j'ai parlé des manières de s'en tirer sans accommodement. Parfois les groupes peuvent rester isolés, au moins sur certains thèmes. Parfois un groupe peut en réprimer un autre. J'ai examiné la répression pour deux raisons essentielles. En partie pour identifier un prix que peuvent éviter les procédures d'accommodement, la perte d'un type de respect estimable, et en partie pour me défaire de l'hypothèse facile qu'il faut toujours rejeter la répression. La répression a toujours un prix pénible, mais parfois les autres solutions coûtent encore plus cher. Des procédures qui évitent la répression pour un prix réduit valent bien d'être explorées. Des pactes avec l'enfer. L'abolitionniste William Lloyd Garrison dénonçait la Constitution des États-Unis telle qu'il la connaissait comme un pacte avec la mort et un accord avec l'enfer. La Constitution s'accommodait de l'esclavage, et l'esclavage était une œuvre de Satan. Or, nous pouvons être d'accord avec Garrison sur le sujet de l'esclavage, et de ne pas estimer pour autant que tous ceux qui acceptaient la Constitution avaient vendu leur âme au diable. Nous pouvons acquiescer à l'idée que la Constitution est un accord avec l'enfer et penser que des hommes de bonne volonté peuvent avoir besoin de conclure de tels accords. Après tout, l'abolition n'avait pas la moindre chance dans le Sud, et même 70 ans après l'adoption de la Constitution, il fallut que le Nord fasse des frais d'une guerre cruelle pour supprimer l'esclavage. Pendant ce laps de temps, le pouvoir économique était passé au Nord. Jusqu'à la fin de cette période, les seules options pour le Nord étaient de vivre avec l'esclavage ou bien de vivre à part.
Avec ou sans pacte, l'enfer était destiné à continuer de faire rage, mais il était possible que la Constitution s'avère être un jour l'instrument créé pour l'étouffer. Entre les gens qui pensaient juste et les propriétaires d'esclaves, il ne pouvait y avoir de communauté de jugement sur l'esclavage. Mais ce que je dis, c'est que pour un temps, les gens qui pensaient juste ont pu partager un ordre constitutionnel avec les propriétaires d'esclaves. Sur quelle base? La Constitution permettait un modus vivendi, des normes de coopération en commun en présence d'un désaccord profond, dans une situation où un camp au moins réprimerait l'autre s'il en avait les moyens. Les deux groupes avaient pu développer des communautés de jugement complètement séparées quant aux moyens de se comporter les uns avec les autres dans le cadre d'un ordre constitutionnel. Chacun aurait pu traiter les normes de coopération purement comme des instruments pour faire avancer leurs objectifs séparés. Mais une communauté de jugement des arrangements constitutionnels à la base, plus large, stabilisa ces arrangements. Et dans un premier temps, la stabilité était une bonne chose. On ne pouvait faire en sorte que les gens tombent d'accord sur la moralité de l'esclavage, mais en discutant l'un avec l'autre, ils pourraient mettre au point des moyens de vivre ensemble dans des normes qui fussent les meilleures que l'on pût espérer. Cela constituait un modus vivendi, un mode de vie. C'est ainsi que commencent nos difficultés. La psychologie de l'acceptation des normes est très profonde en nous. Si je ne me trompe, la discussion normative peut faire se manifester le syndrome que j'ai appelé accepter des normes. Alors que se passe-t-il si le thème est nettement délimité et si la conversation se déroule sur un fond de grave désaccord? Que se passe-t-il dans le cas où chaque camp réprimerait l'autre s'il en avait les moyens? La psychologie de l'acceptation de normes en ces occasions particulières ressemble peut-être encore à la psychologie ordinaire de l'acceptation des normes. Quand Satan nous est familier et qu'il ne saurait être terrassé, il se peut que nous en arrivions à vivre avec lui dans des termes de familiarité. Ce potentiel d'accommodement est en nous et sa réalisation peut être effrayante. Sabini et Salver étudient la façon dont les femmes ingénues et plus ou moins honnêtes qui avaient été recrutées comme gardiennes de camp à Ravensbrück se sont transformées en monstres dépourvus d'humanité, 1982. Zimbardo et ses collaborateurs ont simulé la brutalité des prisons avec des étudiants de Stanford sélectionnés pour leur normalité psychologique. Nous pouvons nous transformer trop facilement en instruments de tyrannie, ou en arriver à tolérer une tyrannie que nous aurions pu vaincre moyennant le prix normal. Mais il est parfois bon que nous puissions former des communautés de jugement limitées, même avec des gens qui sont mauvais. Parfois, il n'y a pas d'autre solution acceptable à un compromis gérable. On peut alors stabiliser le compromis en élaborant des normes d'accommodement, des normes communes sur des thèmes sévèrement restreints. Il se peut que ces normes aient besoin de tout le soutien psychique dont peuvent bénéficier de meilleures normes dans de meilleures occasions. Une partie de la difficulté est de savoir quand il faut accepter des normes d'accommodement et quand il faut adopter une position ferme contre elles. Ces difficultés sont les plus sérieuses quand il s'agit de faire la guerre ou la paix avec des régimes abominables. La paix dépend avant tout d'attentes stables, et ici, comme dans le cas d'autres négociations, les attentes sont stabilisées par des engagements normatifs et des appels normatifs. La paix repose sur un consensus quasi moral rudimentaire à l'échelle de la planète, qui porte sur des règles pour les rapports entre États. Les règles se revêtent d'une aura de morale, même si elles ont l'air absurdes selon des standards normaux de correction. Pensez à la non-intervention. Les États ne doivent pas intervenir dans les affaires intérieures des autres États. Les entorses à cette règle nous viennent tout de suite à l'esprit, mais cette règle régit une bonne partie de l'action des États, et ils y adhèrent avec ferveur et langue de bois. On nous dit que les gens ont le droit de décider de leur propre mode de vie, bien qu'il puisse arriver que ceux qui décident s'avèrent être un dictateur et ses hommes de main ou une petite bande résolue ou un groupe important qui tyrannise d'autres groupes. Pourquoi devrons-nous être pris par un tel discours? C'est une question socio-psychologique qui est affaire de la dynamique de l'acceptation des normes. Une autre question qui se pose est de savoir comment considérer cette emprise, cette aura morale. Est-ce une illusion à laquelle nous devons résister? Il y a beaucoup à dire en faveur de l'acceptation d'une norme telle que la non-intervention. Les normes de non-intervention sont stabilisatrices et elles sont plus ou moins accessibles. Ce ne sont pas les meilleures normes possibles pour les affaires du monde, mais ce sont peut-être les meilleures sur lesquelles puisse se faire un consensus approximatif des États. Sur de tels motifs, nous pourrions accepter des normes de non-intervention dans un état d'esprit non moral, froidement pragmatique. Mais une aura morale fortifie les normes. Dans ce cas-là, leur emprise sur les actions ne vient pas seulement de considérations sans couleur sur ce qui assure un modus vivendi gérable. Elle provient de normes qui prescrivent culpabilité et colère si l'on viole les règles de la non-intervention. Des principes ainsi fortifiés peuvent tenir contre des pressions immédiates dans l'attitude des nations. Mais tout cela ne veut pas dire que la non-intervention est le meilleur statut.
Nous pouvons essayer de pousser progressivement le monde vers un meilleur consensus. Des standards minimaux des droits de l'homme offrent un peu d'espoir. Et nous devons appeler à la reconnaissance. Dans un monde meilleur, il y aurait des mécanismes assurant leur application. Des standards internationaux de contrôle démocratique seraient encore préférables. Ils permettraient véritablement au peuple de décider. En attendant, il nous reste la non-intervention. Il nous faut cultiver le respect pour ce principe, même quand les États violent les droits de l'homme et même quand ils sont loin d'être démocratiques. Mais ma question principale n'est pas de savoir quand accepter des normes d'accommodement, mais ce que nous faisons quand nous les acceptons. Quel est le statut que nous donnons au terme d'un pacte avec l'enfer? Dans un sens, nous acceptons les termes, nous y adhérons dans une discussion normative plus ordinaire, et ils tendent à atteindre les mêmes types de buts, retenue mutuelle et coopération, à l'intérieur des limites strictes. Nous percevons les arrangements comme étant justes ou injustes, équitables ou inéquitables. Mais selon nos standards normaux, parler d'équité ici est complètement hors de propos. Les normes d'accommodement auxquelles nous nous accrochons et que nous défendons n'ont guère de rapport avec la façon dont nous pensons que les choses devraient être vraiment. Ceci peut-il être un état d'esprit cohérent? À mesure que les groupes s'acheminent vers un accord conjoint sur des normes d'accommodement, les membres ont besoin d'une explication de ce qu'ils sont en train de faire. À l'intérieur de chaque groupe, les gens ont besoin de dire quel statut ont les normes et quel rapport ces normes ont avec les normes qu'ils acceptent dans le cadre de leur propre groupe. On devrait savoir clairement quelle est la meilleure explication. Au niveau local, les gens peuvent se dire mutuellement que les normes d'accommodation sont des normes pour une situation d'un type particulier. La situation dans laquelle il faut un modus vivendi. Ce sont des normes pour des groupes qui vivent dans un désaccord profond, quand un groupe réprimerait l'autre s'il en avait les moyens, mais aucun groupe ne peut le faire pour un prix dont il juge qu'il vaut d'être payé. Dans un modus vivendi, les normes d'accommodement sont donc des normes du second choix. Des groupes divergents peuvent donc s'acheminer vers une communauté de jugement sur ces normes, lorsqu'ils voient qu'il n'y a pas d'accord à l'horizon sur ce qui est le mieux. À mesure qu'ils avancent vers un large accord sur les normes du second choix, les gens peuvent fournir des explications différentes à l'intérieur de leur propre groupe et entre eux. Un groupe de niveau local doit garder trace de ce qui compte vraiment et de la façon dont s'arrangerait un monde meilleur. Cela est partie intégrante de la recherche d'un sens de la vie et des relations des membres du groupe entre eux. Ils doivent dire que leurs normes d'accommodement sont les bonnes normes pour se tirer des désaccords persistants qui les opposent aux autres groupes. D'un autre côté, dans le contexte du monde, ils doivent reconnaître les normes d'accommodement dont tout le monde a besoin, les normes dont l'acceptation globale est à l'horizon. Ils doivent insister pour obtenir ces normes ou accommoder leurs perceptions aux perceptions des autres. Ils doivent s'engager dans une large discussion normative selon les termes qu'elle leur propose, en mobilisant leurs matériaux normatifs ordinaires. Peut-être peuvent-ils aussi proposer l'explication des vertus de second choix, car il se peut qu'il y ait assez d'accord entre les groupes sur la façon de mesurer les profits qui découlent des normes d'accommodement. J'invente un discours adressé au site par Jason. Nous sommes dans un désaccord irréconciliable sur ce que devrait accomplir la vie politique dans nos communautés respectives et dans celles de nos voisins. Nous sommes d'accord sur le besoin de préserver la paix et nous pouvons essayer d'arriver à un accord sur les normes qui pourraient contribuer à cela. Aucun d'entre nous n'accepterait ces normes dans un monde où nos propres conceptions politiques pourraient prévaloir. Dans le monde tel qu'il est, nous les acceptons sous peine de la mort. Il n'est pas sûr que les gens puissent fournir cette explication au niveau global. Mais il faut qu'ils la proposent au niveau local, sous peine de vivre avec des normes qui se contredisent durement. Il se peut que dans la discussion globale qui élabore des normes d'accommodement, cette explication des vertus de second choix ne joue pas un grand rôle. On en arrive à accepter des normes d'accommodement en les reconnaissant dans leurs propres termes. Quant aux normes locales, peut-être qu'elles aussi peuvent être reconnues de manière cohérente par un groupe à l'intention d'un autre. J'ai avancé plus haut que c'était possible si le groupe pense que l'on peut proposer une explication de la raison pour laquelle il est en mesure de juger, une explication qui ne revienne pas à dire que nous sommes nous et que les autres ne le sont pas. Même si cette reconnaissance intergroupe est cohérente, elle ne saurait toutefois être insistante. Les groupes doivent distinguer entre les affaires qui pressent et les affaires qui se présentent en dernier. Il y a des choses dont un groupe pourrait espérer de finir par convaincre les autres, tandis qu'il y en a d'autres choses qui doivent être établies de façon pressante. Dans ce sens, les participants doivent mettre entre parenthèses leur perception de ce qu'il vaut le plus de réaliser, afin de se livrer à la discussion pressante de la manière dont il est censé pour des groupes d'accommoder l'autre en présence d'un désaccord profond. Ackerman, 1980, impose des restrictions raffinées sur les prétentions qui peuvent être formulées dans des discussions qui s'acheminent vers un accommodement politique progressiste. Il soutient que l'on peut tirer de ces restrictions des conclusions de grande portée.
Vivre dans un modus vivendi nécessite donc deux choses. Premièrement, dans les discussions pressantes entre les groupes, il est nécessaire de mettre de côté les normes sur lesquelles il n'y a pas d'accord à l'horizon. On peut toujours essayer de promouvoir ces normes au niveau local, avec ferveur et conviction. Elles ne font pas sérieusement partie du programme des discussions entre les groupes. Deuxièmement, il est nécessaire de reconnaître aux yeux de tous des normes d'accommodement sans arrière-pensée. Pour appuyer la reconnaissance, on peut proposer une explication qui dit pourquoi ces normes sont valides comme normes de second choix. Mais c'est la reconnaissance qui fait l'essentiel du boulot, pas l'explication. Pour la plus grande part, la discussion fonctionnera en faisant appel directement aux normes d'accommodement elles-mêmes. Après tout, les normes d'accommodement s'assurent d'une emprise sur nous de la même manière que les autres normes, par la dynamique psychosociale de la discussion normative. L'explication qui dit pourquoi elles sont valides comme normes de second choix accomplit autre chose. Elle réconcilie les normes d'accommodement avec les normes locales, les normes qui expriment une perception plus complète de la vie et de ce qui compte dans la vie. Ainsi, l'explication assure une discussion cohérente au niveau local mettant en jeu des normes des deux types. Je résume. Vivre ensemble est affaire de négociation, et la négociation sans phare est instable. Les négociations humaines sont remplies de revendications morales. Même quand ces revendications sont intéressées de façon transparente, les négociateurs se sentent tenus de les formuler. Il en va de même des négociations pour arriver à un modus vivendi. Les normes qui apparaissent se revêtent d'une aura morale au sens large, même quand chaque partie trouve du mal dans les autres. Ma théorie précédente de la discussion normative expliquait ces phénomènes. La négociation implique une discussion normative, la mise au point partiellement en communauté des normes à accepter comme s'appliquant à une situation. Les mécanismes psychiques mis en jeu ont une fonction biologique de la coordination et cela comprend la coordination qui stabilise la négociation. Même quand le désaccord moral est profond, ces mécanismes peuvent nous faire aller vers une communauté de jugement partiel sur des sujets bien délimités. Ils tendent à créer un attachement intrinsèque, une vraie régie normative pour les normes qui se dégagent. Je posais la question de savoir si nous pouvions comprendre l'état d'esprit résultant de ce processus comme cohérent et l'exprimer dans une version normative cohérente. J'ai avancé que c'était possible si nous expliquons les normes d'accommodement comme des normes du second choix, comme des normes servant à nous tirer d'un désaccord profond et périlleux. Nous pouvons alors proposer des explications au niveau local et global. Nous pouvons élaborer des normes d'accommodement dans une discussion globale, les invoquer et nous fier à leur attraction intrinsèque. Pourtant, nous pouvons à l'occasion admettre franchement que ces normes ne sont pas directement celles qui comptent. Nous pouvons admettre que nous faisons appel à elles faute de mieux. La tolérance. La véritable tolérance est plus qu'un modus vivendi, mais elle conserve des structures similaires. On accepte un modus vivendi que parce que la seule alternative est un conflit désastreux, et que tous les groupes trouvent la procédure préférable. La tolérance mutuelle implique elle aussi une procédure d'accommodement que tous les groupes préfèrent à l'alternative. Mais ce qui les attache à la procédure est qu'elle leur permet de vivre dans une sorte de respect mutuel. La répression a ses limites. Tout groupe ne peut pas réprimer tous les autres, et il se peut qu'aucun groupe n'en soit capable. Le coût de la répression est évident, depuis la guerre jusqu'au fait de police et à la coopération perdue. Dans les cas où essayer de réprimer provoquerait un conflit désastreux, il se peut qu'un accommodement soit ce que j'ai appelé un modus vivendi. Un groupe en réprimerait un autre s'il en avait les moyens sans se ruiner lui-même. Mais puisque c'est la ruine qui se présente d'un côté, tous préfèrent l'accommodement. Mais parfois la répression a un coup plus subtil. Le coup porte sur ce que nous pouvons vouloir dire l'un pour l'autre, et donc de ce que l'on peut vouloir dire la vie pour nous. Ce que peut vouloir dire la vie pour nous. J'ai parlé d'un type de respect mutuel perdu par la répression. Le respect est un sentiment ou une attitude envers les autres qui, entre autres choses, pousse une personne à se fier à une persuasion honnête dans ses rapports avec autrui. Il la pousse à essayer de traiter les autres de manière qu'ils trouveront eux-mêmes légitime. Ceci vaut en particulier pour la coercition. Le respect empêche une personne d'en soumettre d'autres à la coercition, à moins qu'elle ne trouve elle-même la coercition légitime. Nous éprouvons du scrupule à traiter les gens de manière que nous trouvons nous-mêmes illégitimes. On pourrait aussi donner le nom de respect à ce scrupule, mais dans la tolérance, ce n'est pas ce type de traitement qui est en cause, et je le laisserai en dehors de l'attitude que j'appelle ici respect pour mon propos. Ainsi défini, le respect n'est pas autre chose, n'est pas une chose dont nous pouvons toujours faire preuve envers tout le monde, quel que soit leur empressement à réagir. On pourrait ajouter des choses sur les traitements qui le manifestent. Mais pour mon propos ici, la notion peut rester vague, puisque dans cette lecture, on ne fera pas preuve de respect invariablement. Il est déchirant d'agir envers une personne à l'encontre de ses protestations, exprimées ou étouffées. Il est déchirant de tourner le dos à l'attitude normale qui consiste à prêter attention aux protestations et à s'acheminer vers le consentement mutuel. Malheureusement, et ce n'est pas suffisamment déchirant, et les hommes en viennent trop facilement à la guerre d'un cœur vaillant et avec une ferveur aveugle.
Pourtant, nous pouvons juger, quand nous sommes en paix, que si nous avions adopté une telle attitude les uns envers les autres, nous aurions perdu une chose qui méritait d'être conservée. Le problème ne se pose pas seulement pour les épidermes délicats de la gauche. Les tyrans répriment l'opinion, et c'est aussi ce que font les groupes sociaux entiers, mais leur détermination même suggère une pulsion vers l'accord. Si l'on ne peut obtenir la vérité, on veut au moins une copie obtenue par la contrainte. Nous sommes des êtres discursifs qui prospérons dans le respect discursif mutuel. Même quand nous mettons le respect en veilleuse, dès que nous cherchons quelque chose qui dépasse une hostilité aveugle, nous ressentons un manque. La tolérance est une procédure pour obtenir ce type de respect mutuel en présence d'un désaccord. Dans des conditions favorables, des groupes en désaccord peuvent aller vers une communauté de jugement sur des thèmes restreints et élaborer des normes d'accommodement. Les pressions initiales peuvent être celles d'un modus vivendi. Ces pressions peuvent se prolonger pour aider à maintenir l'arrangement. Mais un des éléments du profit qui découle de l'accommodement, c'est ce type de respect mutuel. Avec le temps, il se peut que cela semble suffire à justifier l'accommodement. Alors les groupes sont parvenus à la tolérance. Une nouvelle fois, nous pouvons demander quel statut des normes de tolérance mutuelle pourraient revendiquer de manière cohérente. La réponse est toute trouvée. Nous pouvons dire que les normes de tolérance mutuelle ont en gros le même statut que les normes d'accommodement impliquées dans un modus vivendi. Ce sont elles aussi des normes pour une situation spéciale de vie en désaccord. Ce sont elles aussi des normes pour une situation spéciale de vie en désaccord. Ce sont des normes dont l'acceptation pourrait être à l'horizon dans un groupe plus large, un groupe coincé dans des désaccords sur d'autres normes. De nouveau, on peut fournir une version locale expliquant avec l'arrière-plan pourquoi les normes sont valides. La version réconcilie ces normes avec celles plus locales par le biais desquelles on comprend la vie et sa signification. Mais ici, l'explication ne repose pas sur les coûts déclarés d'un conflit, mais sur l'importance d'un type de respect mutuel. Comme dans le cas d'autres normes d'accommodement, ces normes acquièrent leur emprise de la manière habituelle, par les mécanismes socio-psychiques qui assurent une discussion normative et une régie normative. Il n'y a pas de frontière imperméable entre la tolérance mutuelle et un modus vivendi. Les coûts de la répression sont de plusieurs ordres. Il en est qui n'ont rien à voir avec la valeur du respect mutuel. Il se peut que des groupes se trouvent confrontés au danger et se battent. Il se peut qu'ils se trouvent confrontés à des pressions économiques. Il en est d'autres qui font partie du complexe psychologique qui accompagne la répression, haine, rancœur, incivilité. Dans ce que j'appelle la tolérance mutuelle, les gens trouvent ce complexe suffisamment mauvais pour préférer tous des normes d'accommodement communes. Ils préfèrent ces normes au triomphe de leur groupe, même s'il était possible. Les gens peuvent en arriver à se réjouir de leur diversité, alors le problème de la tolérance disparaît. Arrivés là, les groupes ne se retiennent plus d'exercer la répression parce qu'elle témoigne d'un manque de respect. Les groupes accueillent avec le sourire ce qu'ils auraient pu réprimer ou tolérer. Pourtant, il restera pour chaque individu des choses dont il désire que personne ne les fasse. Si d'autres font ces choses quand même et en revendiquent le droit, il se peut qu'ils veuillent être tolérants. Il se peut que par exemple, ils souhaitent que personne ne croie à l'astrologie et qu'ils veuillent pourtant que l'on tolère de telles croyances. Et il ne se réjouit pas de la diversité qu'ajoute l'astrologie. S'il permet quand même ces croyances, peut-être les tolère-t-il. Il tolère une chose, si 1. Il préfère que les gens ne la fassent pas. 2. Les gens qui la font estimeraient illégitime que d'autres les en empêchent. Et ainsi 3. Il se retient de les soumettre à la coercition par désir de vivre dans le respect mutuel. Depuis au moins John Stuart Mill, une des ambitions principales de la philosophie politique a été d'élaborer un test pour la coercition légitime. Il est urgent qu'un test de ce genre attire une large adhésion, ou du moins que nous soyons d'accord au cas par cas. Les normes encouragent la coordination dans le sens le plus large, et c'est le cas surtout des normes communes de légitimité et de plainte. Il se peut que pour un type particulier de société, il existe un standard de coercition légitime que tous ou presque peuvent accepter. Bien sûr, et une fois de plus, le consensus et la stabilité ne sont pas tout, mais nous pouvons espérer encore mieux, une formule qui attire une large adhésion et qui de plus la mérite. Nous ne devrions pas penser que nous pouvons simplement nous opposer à toute répression, ou qu'il est facile de s'arrêter à la bonne formule. Il est presque inévitable que nous soyons en désaccord, et une partie de ce désaccord signifiera des choix difficiles. Dans quelles limites les parents doivent-ils être libres de traiter leurs enfants comme ils le pensent le mieux? Agirons-nous à l'encontre de la pratique des chasseurs de tête dans des contrées lointaines, à l'encontre de la discrimination, à l'encontre de la chasse et des autres formes de cruauté envers les animaux?